Parfait. Bon, merci Mona. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous voir en ligne aujourd'hui et de vous accueillir pour un nouveau talk. Du coup, ça sera le dernier avant la pause estivale et on est ravi de collaborer avec Air Addict pour organiser ce meet-up. Et tout à l'heure, Vincent va nous dire un petit mot sur Air Addict. Donc aujourd'hui, on va voir comment avoir une programmation R efficace en temps et en mémoire. Et ce talk sera animé par Toby Dulon-Hawking. Il est Associate Professor of Computer Science. Donc bienvenue Toby, merci d'avoir accepté de donner ce talk. Bonjour. Je vais commencer par vous présenter Air Ladies Paris. Nous sommes un chapitre local de la communauté open source Air Ladies Global Plus. Donc Air Ladies Paris a été fondée en 2016 et notre objectif est de fournir un réseau de soutien et d'encouragement pour les utilisateurs de R et de promouvoir l'apprentissage et la collaboration dans la communauté R en France. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait. Nous sommes très actifs sur les réseaux, sur Meetup, LinkedIn, YouTube et Blue Sky. Donc, alors n'hésitez pas à scanner ces QR codes. Slide suivant, non, s'il te plaît. L'équipe organisatrice de Air Ladies Paris, je suis Shaima Bouganmi, data scientist au sein de BVA Group à Paris. Je suis également organisatrice au sein de Air Ladies Paris avec Mona Bellid, data consultant et membre de Air Ladies Plus Global. Donc, je donne la parole à Vincent pour nous présenter Air Addict. Merci. Donc Air Addict Paris, un meet-up parisien de plus de 1800 personnes. On est ça fait longtemps qu'on est là, 2013. C'est un vieux meet-up des anciens temps, du temps où on se voyait en présentiel beaucoup. On avait essayé de relancer ça en présentiel. C'est un peu compliqué à remettre la machine en marche. Je remercie beaucoup Mouna et Shaima de nous avoir proposé de co-organiser cet événement. Ça fait très plaisir d'accueillir Toby aussi, que j'ai eu l'occasion de voir il y a quelques semaines. J'ai hâte de l'écouter. Et voilà, je vous rends la main. Merci Vincent. Donc un petit rappel avant de commencer, comme disait Mona, on va enregistrer en fait la session parce qu'il y a des gens, c'est un peu difficile entre midi et deux, donc c'est toujours utile. Si vous préférez ne pas être enregistré, donc veuillez désactiver votre caméra ou voilà. Si vous avez un commentaire ou une question à poser, n'hésitez pas à laisser un message dans le chat. Et voilà. Merci beaucoup et Toby, the floor is yours. Ok, merci. Juste pour vérifier, on a jusqu'à 1h30, c'est ça? Ouais. Très bien. Ok, je vais présenter Programmation R efficace en temps et en mémoire. C'est une présentation pour soutenir mon projet financé par le National Science Foundation. C'est le financement américain pour les projets de recherche scientifique. Et cette fois-ci, ils ont financé un projet de logiciel libre qui s'appelle DataTable, qui est un logiciel pour le traitement de données très efficace dans R. Et je vais vous parler de ça, comment vous pouvez exploiter ça pour faire des analyses efficaces. Et voilà, on va procéder en disant qui est Toby Hawking, qui est-ce que je suis? Je suis bachelor, master, doctorat en stats et mathématiques, spécialité apprentissage artificiel, professeur d'informatique en Arizona 2018 jusqu'à 24. Et l'année passée, j'ai déménagé à Sherbrooke au Québec où j'ai fait l'enseignement en français. Alors, normalement, je fais des explications sur des sujets techniques très bien en français. Et alors, si vous avez des questions, vous me posez des questions. Ça se peut que quelquefois, je suis anglophone d'origine, bien sûr. Bref, j'utilise R depuis 2003. J'ai écrit une dizaine de packages. J'utilise Datatable depuis 2015 et j'ai contribué depuis 2019. Et depuis le projet NSF pour soutenir Datatable en 2023-2025, je suis maintenant un committer dans la nouvelle gouvernance qu'on a créée dans le Datatable. C'est qui, pour le rôle avec le plus de permissions, je pourrais éviter de parler de ça à la fin de conférence. Sinon, le titre de la présentation, c'est la programmation efficace. Et qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, ça veut dire que ça marche avec les grandes données.
Il y a efficacité en mémoire et en temps. Et comment faire dans R? Moi, j'ai une recette avec trois petits points ici. Premier point, c'est RCPP si vous avez besoin des structures de données spéciales. Deuxième point, c'est euh, un petit 5% d'algorithme pour économiser la mémoire vive. On va voir, par exemple, apprentissage artificiel, on peut faire le descente des gradients stochastiques. Mais la plus grande partie ici, 90%, je dirais qu'on pourrait utiliser Data Table pour faire la grosse partie de nos codes R pour faire le calcul efficace. Et je vais détailler ça un petit peu. Mais pour commencer, je vais juste parler des autres options qu'on pourrait utiliser. Déjà, le RCPP et Torch, deux packages qui proposent des fonctionnalités qui peuvent être très pratiques pour traiter des grands jeux de données avec des algorithmes et des structures de données spéciales. Voilà, la particularité avec R, c'est que c'est limité par la mémoire vive, le RAM. Et qu'est-ce qu'on fait d'habitude? Normalement, on va lire un fichier CSV dans le RAM, mais des fois, les données sont trop grandes. On n'a pas envie de lire toutes les données dans le RAM en même temps. Et qu'est-ce qu'on fait? Il faudrait faire avec R alors? On va diviser en parties qui sont assez petites pour rentrer dans le mémoire. Et ensuite, on va traiter les différentes parties une à la fois. Et souvent, on va passer au code C++ ou bien le Torch pour traiter ces genres de données-là. Et comment ça marche? Ouais, dans le cas de C++, il peut y avoir des structures de données spéciales qui permettent de traiter de façon efficace certains problèmes. Alors qu'à R, la structure de données que nous avons principale, c'est le vecteur. C'est l'équivalent en C d'un array ou en français, on dit tableau. Et en fait, la particularité dans R, c'est qu'on va toujours créer un nouveau tableau pour chaque résultat. Ce qui peut éventuellement faire des copies inutiles et c'est peu efficace en ce moment-là. Et si ça devient problématique, on pourrait passer à C++ qui contient d'autres structures de données qui peut faire éviter de faire des copies. Par exemple, dans mes travaux, j'ai utilisé le priority queue, ce qui est une structure de heap en anglais, ou bien le multimap en C++, c'est une red-black tree. Et ces deux structures-là peuvent garder les données triées. Ça pourrait être intéressant dans certains cas. Par exemple, dans le cas de la détection de rupture dans les données séquentielles, ici, je donne un exemple avec la surveillance de cœur, l'électrocardiogramme ici en fonction de temps. En ce moment-là, on peut faire une segmentation. On va essayer de détecter les sauts de haut en bas au fil du temps. Et grâce aux algos de segmentation, on peut faire tourner ça sur les grands jeux de données et pour trouver les sauts, les ruptures de façon efficace. Et il y a différentes façons de faire dans R. Et j'ai proposé récemment un package qui s'appelle BinSeg RCPP. C'est une implémentation de l'algo classique de segmentation binaire pour ces genres de problèmes-là. Et là, je montre une graphique avec trois différentes versions de ces codes-là. BinSeg RCPP, il y a une option de choisir la structure de données qui est utilisée derrière dans le code C++, soit une liste, soit un multiset, soit un priority queue. Et là, dans le graphique, on voit le computation time, c'est le temps de calcul en fonction du nombre de données à faire l'analyse. Et on voit très bien ici que les versions ici, en utilisant le multiset et les priority queues, ils sont de plus efficaces, ça prend le moins de temps. Au contraire, la liste, ce qui fait à peu près le niveau de base qu'on ferait si on faisait le même algo avec les structures R standard qui ont la même propriété que la liste dans C++. C'est-à-dire qu'ils ont un temps de constant d'insertion et un temps de recherche linéaire. Et ensuite, quand on passe à multiset ou priority queue, on revient à un temps qui est logarithmique dans le nombre de données et constant dans le nombre de données pour la recherche. Ce qui fait qu'on peut traiter les très grands jeux de données dans le même temps que les autres versions ici. On compare aussi avec des packages. Ici, en Python, un package qui s'appelle Ruptures, qui fait la même chose aussi un package dans R qui fait la même chose qui s'appelle ChangePoint. Et dans les différents cas, on voit qu'on peut traiter dans une temps ligne de 5 secondes, on pourrait traiter jusqu'à 7 millions avec les différentes structures C++ ici, alors qu'avec les autres options, juste dans les milliers en fait. C'est un facteur de 100 ou à 1000 de différence
en temps de calcul, en efficacité de calcul. Et ça pourrait être très intéressant alors de passer à C++ et utiliser cette structure de données dans certains cas. Et, euh, je vais vous montrer quelques graphiques comme ça. Les graphiques comme ça, on regarde le temps de calcul en fonction du nombre de données. C'est les graphiques qu'on utilise pour justement faire une comparaison entre les différents algos, les différents packages de façon assez, assez claire et assez, comment dire, équilibré entre les différentes méthodes parce qu'on ne va pas regarder juste un nombre de données en particulier, mais on va regarder comment le temps de calcul évolue en fonction de quand on augmente le nombre de données, en fait. Et comment est-ce on va faire pour faire ce genre de graphique-là? Je vais faire une petite démonstration. Là, on va utiliser le package ATime. Et dans ce package-là, qu'est-ce qui se passe? C'est en fait, ça va être un package qui va permettre de justement faire ce genre de graphique, de mesurer le temps de calcul en fonction de nombre de données n. Alors, il va y avoir quelques arguments à fournir, dont la séquence de valeurs de n à utiliser. Ici, 2 à la puissance entre 2 et 20. Et ensuite, il va y avoir un argument setup à fournir qui va pouvoir préciser les différentes variables qui vont changer en fonction de taille de données n. Ici, il y a le vecteur de données de 1 jusqu'à n. Ici, il y a un nombre de segments maximal n sur 2. Et ensuite, on va pouvoir utiliser autant de différentes expressions R qu'on veut. Et c'est ces expressions-là qui vont être mesuré en temps de calcul et aussi en utilisation de mémoire au fil de nombre de données, en fait. Ici, je montre deux exemples. On va pouvoir tourner le package change points et Binseg RCPP. Et dans les deux cas, on va faire référence aux variables ici, datavec et maxseg qu'on avait créées dans l'argument setup ici, qui vont changer en fonction des données n. Et ensuite, après avoir tourné les timings ici avec la fonction atime, on va ensuite pouvoir les visualiser avec des différentes fonctions telles que references best et predict. Et là, je vais passer à mon terminal R pour faire une démonstration. Euh, Là, je vais exécuter le code qu'on voit sur le diapo là, une ligne à la fois. Et on voit que presque instantanément, il donne une retour et il y a un petit graphique qui s'affiche. C'est pas exactement la même chose parce qu'ici, on regarde juste deux options, juste le binseg RCP list et change point. On va pas regarder les autres tout de suite. Mais on voit déjà qu'il y a un affichage qui, encore une fois, c'est le nombre de secondes, temps de calcul en secondes ici, utilisation de mémoire en kilobytes ici, en fonction du nombre de données n. Et on voit que dans les deux cas, l'utilisation ici de Binseg RCPP est plus petit que ChangePoint. Et ensuite, si on voudrait aller plus loin et avoir un affichage comme ça avec le nombre n qu'on arrive à traiter avec une certaine temps limite, on va passer à une autre fonction qui s'appelle predict. Là, on va utiliser la fonction predict et ensuite, avec la méthode plot, il va afficher le nombre de données qu'on arrive à traiter dans le temps limite qu'on avait donné. Le temps limite, par défaut, c'est 0,01. Et alors, on va augmenter n pour chaque différente expression, chaque différent algo, jusqu'à temps qu'il dépasse cette limite-là. Et ensuite, en ce moment-là, on va afficher le numéro de données qu'il arrive à traiter en dessus de cette limite-là. Et ensuite, on pourrait rajouter d'autres options. Par exemple, si on voulait utiliser une comparaison comme on avait fait ici avec le multiset ou le priority queue, on pourrait aller dans le code ici. On pourrait dédupliquer. On pourrait changer ici de list en multiset, par exemple. Et ensuite, on va faire tourner une deuxième fois. Là, maintenant, on a trois algos à la place de deux. Et on voit avec la fonction predict. Ici, on voit que le multiset est encore plus efficace que le list, comme on avait vu dans la démonstration sur la diapo.
Bref, je vais vous montrer quelques démonstrations en utilisant le package ATime. Et si vous êtes aussi concerné par le temps de calcul et l'utilisation de mémoire, je vous conseille de regarder ce package-là que j'ai écrit justement pour faire des projets de benchmarking de data table, notamment parce que dans le data table, on est très concerné avec l'utilisation de temps et mémoire. Et avec ce genre d'analyse-là, on voit très clairement si certains traitements sont plus ou moins efficaces en fonction des tailles de données N. Euh, est-ce qu'il y a des questions jusqu'à date ou est-ce que je continue? Non, vous êtes toujours là? Moi, je ne vois pas dans le chat, hein. Il y a une question, quelle est Ouais. la différence entre Ouais. insertion et recherche? Comment? Quelle est la différence entre insertion et recherche, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais, dans le tableau ici, ça, c'est une bonne question. Voilà, quand on parle des structures de données C++, là, on parle de là, un ensemble de données. Vous avez n données et vous pouvez rajouter encore une donnée dans la collection et ensuite, vous retrouvez avec n plus 1 données. Ça s'appelle la insertion. En R, on n'a pas vraiment cette opération-là. Si on veut faire une insertion, il va falloir recopier le vecteur de n éléments à un nouveau vecteur de n plus 1 éléments. Euh, pour le recherche, ça veut dire qu'on va, en fait, on va parcourir tous les n éléments jusqu'à temps qu'on trouve un certain élément d'intérêt, par exemple le maximum, le minimum, etc. Et ça peut être intéressant, par exemple, dans le cadre de segmentation, on va toujours rechercher quelle est la division ici qui amène, on va diviser quand ça amène à un coût minimal, suivant une certaine fonction de coût. Est-ce que ça répond bien à la question? Oui, Très merci. bien. Merci, Toby. Autre chose, on continue? Très Je pense qu'on peut bien. continuer, ouais. OK, tout à fait. Voilà, j'ai expliqué ces graphiques-là. Juste pour dire, si vous débutez avec C++, il y a des très bonnes documentations en ligne. Vous allez sur le site web c++.com et vous avez à la fois les exemples, comment faire avec toutes les différentes méthodes, toutes les différentes structures de données. Je donne une référence à la méthode de insert pour la structure de données qui s'appelle map. Et ensuite, vous avez aussi le temps, la complexité en temps ici qui est décrit très clairement. Pour l'insertion ici, il dit c'est logarithmic in size, ça veut dire c'est log n en la notation grand O. Bref, je vous conseille fortement, si vous faites du C++, de regarder sur ce site web de référence qui est très bien. Sinon, j'avais quelques autres exemples à discuter avec C++, mais je pense que dans l'intérêt de temps, je vais sauter un peu, juste pour dire que si vous avez envie, là, vous revenez au début, j'avais un lien vers le GitHub où j'ai un lien vers le code source, vers les slides. Vous pouvez consulter les différents slides avec les différents exemples. Et si vous voulez voir plus en détail, genre comment organiser un package avec des codes C++, je pense que je ne vais pas rentrer dans tous les détails ici, mais en gros, vous allez dans votre package, vous allez créer dossier SRC, les codes source C++, vous allez tout rentrer des codes là-dedans et ensuite, il y a une certaine manière de compiler le package, etc. en installation. Moi, je vais sauter ces détails-là, mais je vais aussi parler il y a différentes bibliothèques que j'ai développées avec des différentes implémentations de code C++, soit en utilisant des stockages en mémoire ou sur le disque. On pourrait, si jamais on a un jeu de données qui est trop grand pour entrer dans la mémoire, on pourrait éventuellement stocker le jeu de données sur le disque et ensuite lire les parties qu'on a besoin pour le traitement en mémoire, une à la fois. C'est ça qui se fait dans le library PixExDisk que j'ai proposé. Et ça permet de traiter des données qui sont plus grandes que la mémoire. Et ça permet euh, d'avoir des courbes de efficacité comme on voit ici. Où, encore une fois, la partie en haut, c'est l'utilisation de mémoire en kilobytes. La partie en bas, c'est le temps de calcul en secondes. Et on voit ici, le temps de calcul, c'est à peu près la même chose pour les deux différentes versions de code, soit avec stockage en mémoire, soit avec stockage en disque. Mais l'utilisation de mémoire, c'est très différent.
Quand la version stockage en mémoire, ça a quoi? De façon linéaire qu'on augmente la taille de données, alors que stockage en disque, ça reste plat. Ça veut dire qu'on va pas, on va jamais dépasser la limite de mémoire de notre ordi. On va pouvoir traiter des très grands jeux de données qui sont trop grands pour rentrer en mémoire. Sinon, un quatrième exemple à discuter, ce serait le Library Torch qui permet de faire la même chose, mais avec les expériences d'apprentissage artificiel, en fait. Vous allez faire ce qu'on appelle la descente de gradient stochastique, ce qui est un algorithme d'apprentissage de réseau de neurones, ce qui va nous permettre de traiter un lot, ou en anglais, on dit un batch, de données de taille qui rentrent en mémoire une à la fois. Et il y a des structures spécialisées dans Torch pour faire ça, les data loaders, ils appellent. Et en fait, ça permet d'apprendre à partir d'un très grand jeu de données, même plus grand qui rentre dans la mémoire. Et vous allez vous retrouver avec des courbes comme on a vu précédemment. OK, pour conclure la première partie ici, quelques commentaires. R est limité par la mémoire vive, la RAM. Et il y a certaines astuces qu'on pourrait utiliser, par exemple le RCPP et le Torch, qui peuvent être utiles dans certains cas. J'ai donné l'exemple d'apprentissage artificiel et de détection de rupture. Et de façon plus générale, vous avez peut-être des données dans une base SQL. On pourrait accéder dans R avec des différentes libraries R, PostgreSQL, etc. Et ce qu'on va faire typiquement, c'est exporter une partie qui rentre en mémoire, une à la fois. Et on pourrait demander quel genre de fichier utiliser pour ce genre d'exportation, importation. On pourrait imaginer les fichiers Excel, les fichiers HDF. Il y a des différents fichiers binaires plus à la mode, disons, le Feather ou le Parquet sont des deux concurrents dans les dernières années. Mais moi, je vais faire l'argumentation qu'on pourrait juste utiliser le CSV classique, les fichiers texte, et ça marche très bien. Et pourquoi est-ce que ça marche bien? Parce que dans R, on a un lecteur de CSV qui est méga efficace, ça s'appelle Data Table FRead, ce qui permet la lecture de CSV quasiment instantanée. Mais même les très grands jeux de données, ils vont pouvoir traiter ça. Tant que ça rentre en mémoire, vous allez pouvoir le lire très efficacement dans R. Et, euh, et là, je vais passer à la deuxième partie en data table. Et avant de passer en deuxième partie, est-ce qu'il y a des questions pour la première partie? Non, on Oui, n'a pas de j'ai une questions. question. Est-ce que c'est OK de poser maintenant Ouais, ou... bien Oui, sûr. oui. Je parlais des commentaires, je suis désolée. Ah, OK. Merci. En ce moment, j'ai utilisé ProfVis pour regarder en détail où exactement les bottlenecks restent. Est-ce que vous... sorry, I'm speaking in German. Um, euh, vous You can conseillez... ask it in English if you want. Merci. Est-ce que vous conseillez d'utiliser... Parce que je suis pas en courant avec ACPP ou C++, mais mon code utilise integral and vectorize, non, lapply integral, donc des calculs assez lourds. Est-ce que vous conseillez d'utiliser C++ au lieu de R pour cette calculation, pour réduire le temps de... Bah, ça, c'est une bonne question. La question, c'est que on a peut-être un code R qui est lent et on a pu utiliser des différents codes, des différents codes de profilage tels que ProfViz qui vont nous indiquer quelles parties sont les plus lentes qu'il faudrait optimiser, ce qui est très bien aussi. Mais vous demandez, est-ce qu'il faut passer en C++ tout de suite? Et moi, je dirais non, en fait. Moi, je dirais, si vous avez identifié une partie de vos codes qui marche lentement, je pense qu'il vaut mieux aller à Data Table tout de suite, direct. En fait, c'est juste pour des cas très particuliers qu'il faudrait passer en RCPP. Quand je disais, quand vous avez besoin, par exemple, d'une structure de données spéciale qui garde les données triées, etc., vous pouvez passer en C++, mais pour la grande partie d'analyse, moi je disais 90%. Je pense qu'on peut passer en data table et vous allez avoir des améliorations en temps de calcul qui sont assez impressionnantes. D'accord, merci. En fait, je n'utilise pas du tout les données, mais peut-être les matrices.
ça pose en données. Ça peut être en données. Donc, oui, je vais réfléchir. Mhm. Merci. OK, ouais, on passe à la deuxième partie sur Data Table. Il reste à peu près 30 minutes, hein. Et qu'est-ce qu'est une data table? Déjà, qu'est-ce qu'est un data frame? Ouais, vous connaissez tous, il y a des différentes lignes, il y a des différentes colonnes. La particularité avec data frame, vous avez des différents types pour les différentes colonnes. Ici, caractère, ici, entier. Et avec Data Table, c'est la même chose. Et quelle différence avec Data Table, c'est qu'on a un syntaxe R qui est plus puissant. Je vais vous détailler ça. Si on a une Data Table DT, on pourrait utiliser les crochets. Et ensuite, il y a les trois arguments I, J et by qui va pouvoir nous permettre de traiter des différentes opérations classiques très efficacement en temps de codage, en fait, de temps de programmation. Mais sinon, il y a derrière tout ça une implémentation en code C qui est très efficace. Alors, dans la dernière section, j'ai dit que vous pouvez passer en C++ pour efficacité, mais en fait, juste en utilisant DataTable, vous passez en C automatiquement tous les boucles for si vous utilisez le by. Ce qui est une façon très facile, très intéressante à utiliser pour l'efficacité. C'est le package qui est sur le kernel depuis 2006, créé par Matt Dowley, avec le co-auteur Aaron Srinivasan depuis 2013 et cinquantaine de contributeurs. Et en fait, c'est un des meilleurs packages qui sont utilisés par les autres packages. C'est plus que 1500 autres packages qui dépendent de Datatable, soit le 11e sur 20 000. Dernière fois que j'ai checké, en novembre de l'année passée. Et pourquoi il y a autant de monde qui utilise Datatable? C'est pour l'efficacité, justement. Si vous connaissez déjà Tidyverse, là, vous pouvez imaginer Datatable comme ces trois parties-là que j'ai encerclées en rouge, soit Reader pour le lecteur des fichiers CSV, soit Tidyr pour la mise en forme de données, et soit dplayer pour les différentes opérations que vous pouvez faire sur les tableaux de données. Et la différence, c'est que vous avez une syntaxe tout ça se rentre dans les crochets, alors qu'avec les tidyverse, vous allez utiliser les pipes, les tuyaux. Ici, vertical bar plus grand, filter, group by, summarize, etc. Vous allez pouvoir tout rentrer toutes ces opérations-là dans les crochets d'une data table. Ici, le filter, il va se traduire dans le premier argument. Euh, le summarize ici, il va se traduire en le deuxième argument. Et le group by ici, il va traduire en le troisième by argument. D'autres différences, c'est que Tidyverse a besoin de beaucoup de différents packages Datatable No, alors que c'est plus facile à installer. Et Tidyverse change souvent ses interfaces, ce qui fait que vous devrez mettre à jour vos codes, alors que Datatable non, c'est plus facile à mettre à jour. Et j'ai d'autres comparaisons que je vais sortir dans l'intérêt de temps. Je vais sortir ces exemples-là, mais on va parler de deux sortes d'efficacité quand on utilise Datatable. Numéro un, il y a une efficacité de syntaxe, ce qui économise le temps de programmation. Et qu'est-ce que je veux dire économie de syntaxe? En fait, le syntaxe qu'on va utiliser très souvent avec Datatable, c'est avec le Datatable DT, on va utiliser les crochets et avec les arguments I, J et by. Le I, ça va signifier quelle ligne est-ce qu'on va faire les calculs, soit le partie where d'une commande SQL. Et le deuxième argument J, ça va être que faire avec ces données-là, quel calcul effectuer. Et ensuite, ça correspond à la select ou update dans SQL. Et sinon, il y a la by, c'est group by dans SQL, quelle variable de groupement est utilisée pour faire les calculs. Et c'est une très bonne explication si vous avez du temps de regarder le discours de Matt dans 2014. C'est très drôle et très informatif comment il a créé cette syntaxe-là. Mais c'est très efficace d'une part. Et pour donner un vrai exemple, avec les données de arrivée et départ d'avion, flights en anglais, on pourrait, par exemple, seulement considérer une certaine agence aérienne, AA, American Airlines. Dans le premier argument, on va préciser carrier égale AA. Si on veut calculer le nombre de vols et le moyen de retard, on va préciser dans la J
les calculs ici qu'on veut entre les parenthèses avec un petit point ici, le petit point qu'on utilise dans le data table pour préciser des différents ici variables groupements ou bien les différents calculs qu'on veut faire. Ça veut dire qu'on va créer une nouvelle colonne numFlights égale point majuscule n. C'est c'est une syntaxe data table pour dire le nombre de lignes du résultat. Ensuite, on peut y rentrer n'importe quel calcul qu'on veut dans les codeurs. Ici, min d'une colonne arrival delay. Et il va ensuite permettre d'effectuer ces calculs-là derrière dans les codes C qui sont très efficaces. Sinon, je vais sauter quelques exemples ici dans l'intérêt du temps. Mais je vais passer à une discussion de comment ça marche avec les calculs de code C et comment ça fait que ça économise du temps des calculs et l'utilisation de mémoire. En fait, là, je vais vous montrer quelques graphiques encore que j'ai créés avec le package ATime. Encore une fois, c'est le temps de calcul sur les Y en fonction du nombre de données sur les X. Et ici, c'est un exemple qui implique la lecture des fichiers CSV, justement avec la fonction datatable fread. Et on voit quelques différentes fonctions ici avec les différentes couleurs. Data table en rouge, avec reader en violet et arrow en brune et read CSV, les fonctions de base en bleu. On voit très bien que dans un temps limite de 11 secondes, Data table il arrive à traiter presque 3000 colonnes de lecture. Alors que les autres, peut-être quelques centaines, peut-être une, 1000, quelques centaines. Alors, Data Table, c'est presque deux fois plus efficace que les différentes competitors. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que vous avez un outil indispensable pour la lecture de fichiers CSV. Je conseille l'utilisation de fichiers CSV pour la lecture dans R. C'est parce qu'avec FRead, c'est vraiment un méga atout pour le traitement de grands jeux de données dans R. Sinon, j'ai aussi fait des comparaisons avec d'autres systèmes tels que Pandas, Polars et DuckDB et on voit les résultats qui sont à peu près vraisemblables avec Datatable qui est le plus efficace ici, qui arrive à traiter presque 3600 colonnes dans 0,1 seconde ici versus 2000 ou bien quelques centaines avec les autres. Et encore une fois, c'est l'efficacité des codes C sous-jacents qui est gagnant ici avec Datatable. À part la lecture des fichiers CSV, vous avez aussi des calculs des différentes quantités. Ici, je fais un benchmark des calculs de moyenne, le écart type et le nombre de données de résultats. Euh, sur à chaque fois, les moyennes sur 10 nombres réels et on fait ça n fois. Et en fait, on voit ici, en utilisant le crochet dans le data table, on arrive à traiter euh, 200 000 lignes dans un temps limite de 1 seconde, alors qu'avec dplyr ou avec stats, on arrive seulement avec 2000. C'est donc 100 fois plus vite avec data table pour certains traitements. Et pareil, quand vous faites des comparaisons avec des différentes bibliothèques qui sont plutôt nouveaux, Pandas, Polars et DuckDB, Datatable est toujours gagnant avec ici deux, trois fois plus vite. Et pareil pour l'écriture des fichiers CSV. Là, vous avez une fonction dans le data table qui s'appelle fwrite qui va permettre d'écrire des fichiers CSV beaucoup plus efficaces d'autres fonctions dans R. Par exemple, ici, data table fwrite, il arrive à traiter 10 000 colonnes dans le même temps que Arrow, il arrive à traiter seulement presque 1000. Soit c'est 10 fois plus efficace. Et pareil qu'on voit avec les autres bibliothèques telles que DuckDB, Pandas et Polars, on voit que Datatable est toujours très gagnant. Et vous allez peut-être me demander, mais pourquoi est-ce que Datatable est aussi gagnant et quand est-ce que c'est pas aussi avantageux en fait? Justement, vous avez des différents systèmes comme DuckDB qui sont
conçu quelque part pour traiter différentes sortes de fichiers, par exemple les fichiers parquets. Et Data Table, il arrive pas, il arrive que avec CSV. En ce moment-là, ça pourrait être intéressant de passer à un autre système, peut-être que DB pour traiter d'autres sortes de fichiers comme ça. Mais à partir du moment que vous avez des fichiers CSV qui rentrent en mémoire, Data Table, il risque d'être le plus efficace pour vos analyses. Sinon, il y a quelques témoignages. Connor Nash, il dit Data Table is the most underrated R package. It has saved me days in waiting for analysis to complete. Ça veut dire qu'il a économisé des journées entières en utilisant Data Table. Alexander Flyax, il écrit Somebody should just write a version of RStats Data Table for Python. End of story. Nothing as powerful exists at the moment. Et là, je pense qu'ils essayent de faire ça avec Pandas et Polars et DuckDB un peu, mais c'est pas aussi efficace quand on a des fichiers CSV qui rentrent en mémoire et aussi le syntaxe, c'est pas la même chose. Euh, Ici, Joey Reid, les 7 packages préférés, c'est Data Table, Data Table, Data Table, Data Table. Et ensuite, ggplot2, Airstand et Knitr. Et les 4 fois Data Table, ça fait un rappel un peu des 4 packages de Tidyverse que ça fournit les mêmes fonctionnalités en fait. Et Jim Savage, il dit, With great sadness, I was forced to start using Data Table today. Et avec grande tristesse, il était obligé de commencer à utiliser Data Table parce que, en fait, souvent les gens ils vont commencer avec autre chose. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui apprennent R grâce au Tidyverse, qui a des documentations qui sont très très bien. Mais à partir du moment que vous voulez passer vos codes en calcul plus efficace, c'est très intéressant de regarder Data Table parce que ça risque d'être 10, 100 fois plus rapide. Avec vos analyses. Il y a d'autres témoignages ici. Je vais sauter dans l'intérêt du temps. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à différents benchmarks ou témoignages? Une question de Vincent, tu peux la poser directement, Vincent, Très si tu bien. veux. Oui, il me semble que read underscore CSV utilise aujourd'hui Vroom Vroom directement pour l'import de CSV. Et dans les essais que j'avais fait, j'avais trouvé aussi efficace que Efrid, mais j'étais pas allé aussi loin que toi. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de tester le package Vroom? Ouais, oui, effectivement, ouais, c'est une très bonne question. Le package Vroom, c'est utilisé sous-jacent quand on fait des comparaisons avec, par exemple, ici, read CSV, en fait, lazy égale true versus lazy égale false, tu vois. Et c'était déjà le cas en 2023 Bah oui, en Vroom. fait, Ok. quand vous écrivez lazy égale true, ça veut dire que vous allez utiliser vroom en arrière. Alors, dans ces tests-là, en fait, c'est encore plus efficace. Et de façon générale, en fait, je pense que FRead risque d'être plus efficace si vous allez traiter toutes les colonnes. Je pense que vous pouvez vraiment gagner avec vroom si vous avez vraiment une partie des données que vous touchez pas du tout, un certain nombre de colonnes que vous ignorez Hmm. complètement. Ok. Ouais. D'autres questions? Non? On continue plus loin. Ben, là, Non, mais là, il reste une quinzaine de minutes et je vais juste vite fait parler de comment est-ce qu'on installe et utilise Data Table. C'est comme n'importe quel package. Dans un, on va faire install.packages Data Table. Et là, il y a quelques références pour l'utilisation que je recommande, dont le cheat sheet. J'ai un petit lien ici, mais aussi c'est sous le RStudio GitHub. Dans le dossier de tous les cheat sheets qu'ils ont, on a déposé ça là-dessus aussi. Euh, et sinon, il y a les Getting Started in R Tinyverse Edition. Si vous avez le, le bonheur d'apprendre aux autres à utiliser R, là, c'est comme un très bon guide pour le démarrage pour les gens qui n'ont jamais utilisé R. Et là, ça fait référence à quelques fonctions de data table pour les opérations de base efficaces. Sinon, là, je ne vais pas pouvoir tout détailler toutes les différentes fonctions, mais juste pour dire que là, il y a des différentes fonctions telles que lecture de fichiers CSV ici, FRead, qui a d'autres fonctionnalités aussi. Par exemple, vous pouvez donner une ligne de commande à FRead. Par exemple, grep, c'est une fonction de ligne de commande qui va pouvoir filtrer un fichier CSV
dans la ligne de commande avant que ça rentre dans R. Ce qui pourrait être intéressant pour traiter les grands jeux de données parce que justement, si vous avez un fichier CSV qui est trop grand pour rentrer dans la mémoire, vous pouvez traiter ça avec une ligne de commande de filtrage en premier et ensuite vous pouvez éviter de dépasser les limites de mémoire en juste rentrant la partie qui vous faut dans R. Sinon, il peut aussi lire directement d'une URL si vous avez une URL pour télécharger un fichier CSV. Sinon, là, je vais regarder quelques exemples avec l'utilisation de crochets. Dans le data table, le J, on pourrait faire plusieurs différentes opérations. C'est assez subtil, mais en fait, avec le J, là, on pourrait, une fonction qui est très efficace en data table, c'est la création et la modification des colonnes en place. En fait, on fait des modifications sans faire des copies du tableau en entier. Et ça, c'est avec une syntaxe vous allez utiliser les crochets. Ensuite, dans le deuxième argument, on met une virgule pour indiquer qu'on utilise le deuxième argument, le J ici. Et ensuite, on va utiliser l'opérateur ici, le deux points égal. En anglais, on appelle ça l'opérateur de l'amorce, le walrus operator, parce que si tu regardes avec la tête tournée à 90 degrés, ça a l'air d'une morse avec, euh, avec les gros dents qui sortent et tout. Euh, mais quel est l'intérêt de ces trucs-là? En fait, cette opération-là, ça permet de faire une mise à jour du tableau d'été sans faire une copie de tout le tableau en entier. Euh, Quelque part, ça fait la même chose en dplyr, la fonction mutate, mais en fait, le mutate, il va quelque part devoir faire une copie du tableau pour ensuite sortir un autre tableau après, tu vois. Et, euh, et alors qu'ici, ça peut être très, très intéressant si vous avez un jeu de données qui est presque à la limite de mémoire, et vous allez seulement rajouter une colonne sans faire une copie du tableau en entier. Euh, et là, vous avez un petit tableau ici qui explique la différence entre le code data table et le code de R de base. Avec le code de R normal, standard, on va utiliser soit le dollar, soit le double crochet pour faire une nouvelle colonne. Avec data table, on pourrait utiliser soit le deux points égal, soit on pourrait utiliser la fonction set en programmation. Si on fait une boucle, c'est plus efficace. Sinon, il reste très peu de temps. Je vais donc sauter quelques détails. Mais encore une fois, je vous laisse parcourir les diapos qui sont en libre service en ligne si vous avez envie. Et ensuite, je vais toucher vite fait sur quelques sujets de la communauté de Datatable parce que je pense que c'est important de parler de. C'est le logiciel libre et c'est ouvert à la contribution et même on aurait besoin des contributions pour soutenir, pour maintenir la communauté vivante. Et qu'est-ce qu'on a fait récemment pour soutenir une communauté vivante de Datatable? Déjà, on a créé une blog qui s'appelle The Raft. Et ça, c'est un blog où n'importe qui peut poster des articles qui détaillent l'utilisation de Datatable. Vous pouvez très bien soumettre un article si vous avez une analyse qui est intéressante et ou bien une démonstration de Datatable qui est très intéressante. Et pourquoi est-ce qu'on a appelé ça The Raft? C'est parce que justement, quand vous regardez le autocollant de Datatable, vous avez le phoque, le Sea Lion qui est l'animal préféré, qui est pareil. Et pourquoi est-ce qu'on a utilisé ça? Parce que, ouais, allons écouter la vidéo. Vous me dites si vous entendez. Est-ce que vous entendez ou non? Non, il n'y a pas de... Non, celui Non, il n'y a pas de son, mais ouais, ouais, je vais faire alors le phoque. R, 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 R.
Ouais, ils ont décidé de faire ça comme animal parce que là, il fait le son de R, tu vois. Et bref, on a trouvé un nom de blog qui convient bien à ça. Et sinon, on a créé une communauté de différents packages qui marchent bien avec DataTable. Il s'appelle Seal of Approval. Encore un jeu de mots avec Seal et Sea Lion, les deux animaux mammifères marins qui se ressemblent en anglais. Et bref, il y a des différents packages tels que dplyr qui permet l'utilisation de DataTable avec les mêmes fonctions de dplyr, mais avec l'efficacité de code C de DataTable qui peut être très intéressant pour vous si vous utilisez déjà le dplyr et vous voulez l'efficacité de DataTable. Et aussi, il y a quelques autres packages avec des différentes fonctionnalités connexes à DataTable. Et si jamais vous avez une application, un package qui utilise DataTable de façon intéressante, vous pouvez en fait, il suffit d'écrire un article sur le blog et vous êtes membre du communauté. On est très inclusif, on essaie d'élargir la communauté des utilisateurs, des contributeurs au DataTable. Et sinon, tout le développement, ça se passe dans le dépôt sur GitHub. GitHub, si vous regardez, vous avez à peu près 1000 issues qui sont ouverts et 100 pull requests qui sont ouverts. Et ne vous en faites pas. En fait, les issues, c'est pas. Ouais, il y a des véritables issues, mais en fait, ça, c'est la façon qu'on communique. Il n'y a pas une liste de diffusion, il n'y a pas de mail, il n'y a pas de courriel, etc. On fait toutes sortes issues. Alors, il y a beaucoup de discussions qui se passent comme ça et c'est pas forcément des problèmes avec le logiciel. Voilà. Euh, et on vous invite à ouvrir un issue et dire bonjour si vous avez des problèmes d'utilisation ou bien un exemple intéressant à partager, etc. Ou bien quelque chose à suggérer dans la documentation. Ce serait très bien d'ouvrir une issue. On est très accueillant et on aurait besoin de votre aide. Euh, une bonne contribution, si vous avez jamais fait de logiciel libre, vous pouvez regarder dans les issues et vous essayez de reproduire sur votre ordi et ensuite vous allez afficher vos résultats et vous nous laissez savoir si c'est toujours un issue avec la version actuelle de Datatable et de R. Et ça peut être très pratique parce que il peut y avoir certaines issues qui ne sont plus actuelles parce qu'il y a des choses qui sont évoluées depuis. Sinon, si vous soumettez une pull request PR, vous allez être invité de joindre comme membre du groupe et ça permet une certaine permission de créer des branches dans le dépôt principal au lieu de votre fork. Et ouais, c'est très inclusif. Si vous voulez participer, on vous encourage de nous contacter. Et c'est depuis le début du projet en 2023, c'est très excitant de participer dans le projet parce que maintenant, on a une gouvernance qui décrit comment ça marche le projet, comment est-ce que vous gagnez en permission si vous voulez. Et vous pouvez procurer ça sur le GitHub aussi. Aussi, depuis quelques mois seulement, on fait partie de NumFocus, ce qui est la même organisation qui finance Pandas dans Python. Et ça permet aussi de toucher à certains financements et grandir la communauté davantage. Et du coup, si vous êtes intéressé à contribuer dans un package qui a un grand impact, on aurait besoin de votre assistance et vous pourrez avoir un impact sur des milliers et des milliers de packages. Il y a des traductions qui ont été proposées dans portugais, espagnol, chinois, français, russe et hindi. Malheureusement, on a manqué de financer un projet traduction en arabe. Et aussi, il y avait des bourses de voyage, mais il me semble que c'est dépassé en ce moment. Sinon, il y a quelques logiciels qu'on a développés pour faire le testing du data table. Par exemple, on a fait un logiciel pour le testing de performance. Grâce à la bibliothèque A-Time, on a développé un GitHub Action qui permet de créer ce genre de graphique-là pour chaque pull request dans GitHub. Ce qui fait que lors de les différentes couleurs, on voit les différentes versions de data table et on peut voir si avec chaque modification au code, est-ce qu'on gagne en efficacité de temps de calcul ou est-ce qu'on perd? Et ici, dans le graphique, on voit bien que
la version sur l'écran est actuellement la même chose qu'une version qui était anciennement lent, slow. Alors que la version head sur GitHub, le pull request, c'est la même chose que le base branch master, et c'est la même chose qu'une version qui était rapide. Alors que ces graphiques-là, ça nous permet de faire les modifications avec la confiance euh, de savoir que ces modifications-là ne vont pas nuire à la performance du package. Et sinon, on a aussi un système qui permet de checker toutes les dépendances de DataTable, soit les 1500 packages, on va les checker à chaque nuit grâce à une sorte de calcul en Arizona qu'on utilise pour ça. Et on va faire tous les calculs en parallèle à partir de minuit et on va avoir le résultat à peu près à 9h, 10h du matin à chaque jour. Et dans le rapport, on va voir ici à chaque ligne de rapport, ça. C'est un package dépendant qui pourrait avoir des nouveaux erreurs avec des modifications qu'on a faites dans la version dans le GitHub. Et ça nous permet de détecter ces genres d'erreurs avant que ça affecte des développeurs de package. Et justement, ça nous permet d'éviter de faire des modifications qui peuvent éventuellement être pas compatibles avec les autres packages avant de faire les releases sur CRAN. Bref, je finis ma présentation en résumant. DataTable, c'est un package qui est très consistant en syntaxe, très facile à apprendre. C'est très rapide et très efficace en utilisation de mémoire. Il n'y a pas de dépendance, très facile à installer, même avec les anciennes versions de R. Et on est très conscient de ne pas faire des mises à jour qui vont briser vos codes. Ça fait que c'est très facile à faire des mises à jour de DataTable. Et c'est une communauté qui est très inclusive. Et il y a des opportunités à contribuer. Et comme j'ai dit, on est très ouvert et je répondrai bien à quelques questions dans les minutes qui restent, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Toby, pour cette présentation. Euh, en fait, je ne vois pas des questions dans le chat, mais n'hésitez pas si vous avez encore des questions, soit à les poser directement ou à laisser ça dans le chat. C'était très intéressant, Toby. Merci beaucoup. C'est dommage, c'est pas en présentiel, mais bon. Ben oui. Et dommage qu'on a qu'1h30, mais ça va, on a des slides et tout. C'est vraiment super. Merci. Hmm. Et tout le monde te remercie hein, dans Ouais, les commentaires. Je sais pas si tu peux voir. Non, je ne vois pas, mais c'est très bien, merci. pas de souci. D'accord. Euh, ok. Du coup, comme Shaima a déjà mentionné dans le chat, nous allons partager avec vous l'enregistrement plus tard essayez de regarder sur LinkedIn et pour être notifié de ce partage. Euh, Merci encore une fois pour votre présence et merci encore une fois, Toby. Darian, écoute, merci pour l'organisation. Merci, Jean-François. Merci Vincent aussi pour organiser Ouais, la collaboration plutôt. ouais, tout à fait. Bon, bonne fin de journée. Au revoir. Merci beaucoup. Bon week-end. Ciao. Bon Au revoir. week-end.